Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Face aux candidats, l'émission où on s'intéresse aux engagements des candidats, à leur personnalité et surtout leur vision pour Strasbourg. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Trottmann. Bonjour Madame Trottmann. Bonjour. Vous êtes du coup candidate pour le Parti Socialiste. Vous êtes la candidate la plus expérimentée dans cette élection. Vous faites vos débuts dans un conseil municipal en 1983. Vous y siégerez jusqu'en 2020. Vous avez été maire de Strasbourg de 89 à 97. Puis à nouveau de 2000 à 2001. Vous avez aussi été ministre de la Culture et de la Communication de 97 à 2000. Porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État aux personnes âgées et handicapées, présidente de l'ACUS, eurodéputée de 89 à 97, puis de 2004 à 2014, mais aussi députée à l'Assemblée nationale et officière de la Légion d'honneur. Un sacré CV. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle a été la rencontre la plus marquante dans tout ce parcours politique ? Alors j'ai eu plusieurs rencontres marquantes. Bien sûr, lorsque je venais d'être élu maire, la rencontre avec François Mitterrand, parce que ça avait été compliqué. J'avais été interdite de présenter ma liste. Il y avait il y avait des débats, des conflits à l'époque, donc c'était très compliqué. Et mon secrétaire de parti m'avait dit, Pierre Mauroy, écoute, tu n'as aucune chance de passer à Strasbourg. Tu es une femme, tu es jeune, tu es socialiste. Et je lui disais en plus en rigolant, bon, et t'as oublié encore un point sur lequel je suis minoritaire, je suis issu du monde protestant. Et donc il m'avait dit, bah tu vois, voilà. Et donc j'ai été heureuse de contrecarrer ce pronostic, parce que je pensais qu'il y avait une petite souricière qui était possible et qu'il fallait la jouer. Et donc ma rencontre avec François Mitterrand, ça a été sévèrement une question. Alors, comment est-ce que vous avez fait? Parce que dans votre fédération, qui est vraiment toute petite, vous n'aviez absolument aucune chance de passer. Je lui dis, Monsieur le Président, nous étions 6 à y croire, un groupe commando, et c'est comme ça qu'on a gagné. Est-ce que c'était plus difficile à l'époque d'être une femme politique et même à Paris, j'imagine, être alsacien, c'est encore quelque chose de différent. Alors, ce qui a été vraiment difficile, c'est en effet d'être une femme politique. J'avais fait une campagne législative à l'époque, en 86, elle était sur tout le département. Et donc j'ai passé partout. Je suis allé dans les vallées vosgiennes, j'ai passé dans les villages, j'ai distribué par moins 15 les papiers de la campagne. Et tout le monde avait dit, bon, de toute façon, la deuxième place est perdue, elle était surnommée la place du mort, et par conséquent, on peut y laisser une femme. J'avais entendu ça, et ça m'avait profondément heurté. Et je me suis dit, bon, je fais double campagne. Donc j'ai fait la campagne de la liste, c'était une liste à l'époque, c'est un scrutin proportionnel, et j'ai fait une campagne de femmes, et j'avais écrit sur un petit carton, une femme députée, pour l'Alsace, et finalement, pour le Bas-Rhin, et j'ai été élu contre toute attente. Alors, ce qu'on m'a dit à l'époque, un de mes interlocuteurs, qui a d'ailleurs été adjoint, il me dit, écoute, tu sais, quand tu as été élu député, c'était franchement par chance. Et quand tu as été élu maire, finalement, c'était par hasard. Bien sûr, une femme ne pouvait pas avoir de stratégie politique, ne pouvait pas avoir de talent politique. Et donc, c'était un moment où, en plus, quand j'ai été élu maire, première chose, premier coup de fil, un monsieur qui dit « Ah, Madame Trottmann est élue, la flèche de la cathédrale penche. » Sérieusement. La secrétaire vient, me dit, qu'est-ce que je réponds à ce monsieur? Je lui dis, vous dites qu'elle penche à gauche, forcément, mais ça dépend du côté où on regarde. Voilà. Donc c'était un peu un séisme. J'étais première femme maire d'une grande ville. Et il y avait beaucoup de gens qui doutaient. Donc je sors un peu après l'élection, je rencontre des Strasbourgeois, ils me regardent, ils me disent, ah, vous savez, c'est incroyable, hein. On a voté pour vous parce qu'on pensait que vous ne seriez jamais élu. Alors j'ai dit, bon, bah, très bien, il va falloir vous habituer, et moi aussi. Et puis on a réussi. On connaît votre parcours politique, votre programme politique, mais on vous connaît un peu moins personnellement. Vous, Madame Trottmann, quelle a été votre première profession, votre tout premier contrat de travail? Mon premier contrat de travail était d'être chargé de la bibliothèque de théologie protestante. C'était un petit contrat de travail, hein, monitrice de la bibliothèque. Enfin, c'était mon premier boulot. Et c'était formidable parce que je pouvais faire mes recherches, puisque
Mon objectif était de devenir chercheuse au CNRS. Je travaillais sur des textes qui sont assez peu connus, mais qui sont très importants pour comprendre la naissance du christianisme et tout ce qui s'est passé dans le Proche-Orient à cette époque, après la période de l'hellénisation et après la période romaine. Donc, au fond, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment des idées, comment des conceptions peuvent durer et se transmettre au travers des siècles. Et par exemple, j'ai travaillé sur un sujet où j'avais mené des recherches parallèles avec des traductions d'un évangile apocryphe, mais en même temps aussi, je travaillais sur un sujet qui a justifié mes études de théologie, qui m'a motivé pour ça, qui était l'existence dès l'Antiquité de la misogynie. Pourquoi est-ce que les femmes avaient été à ce point écartées dans l'histoire biblique? Pourquoi, enfin plutôt néo-testamentaire, c'est-à-dire la période chrétienne, pourquoi est-ce qu'on les avait à ce point minorées et qu'est-ce qui en était l'origine? Voilà, donc j'ai cherché et je me suis rendu compte que finalement les clichés misogynes, eh bien ça fait depuis l'Antiquité qu'on les a et on les traîne toujours. Quelle est votre grande passion à part la politique? Ma grande passion, à part la politique, c'est lire. C'est lire, c'est aller à un concert, c'est découvrir des pièces de théâtre. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment. C'est pour ça que c'est une passion un peu contrariée, disons. Votre livre préféré peut-être, ou un livre marquant que vous avez en tête? Un livre marquant, c'est Albert Cohen, hein, c'est Belle du Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier vote politique, moment marquant pour une femme politique justement? Alors mon premier vote, ça a été au moment où j'ai pu voter, après ma majorité, et c'était en particulier, alors si je me souviens bien, mes premières élections, c'est en 1977. 1977, c'était les municipales, et j'avais mon professeur de théologie, Étienne Trocmé, qui était tête de liste. Donc j'ai décidé de l'aider, de le soutenir. Et d'ailleurs, en 89, quand j'ai été élu maire, il était dernier de liste. Donc je l'avais invité à pousser la liste puisqu'il avait été devant. C'est lui qui m'a appris à faire un programme. Donc j'ai appris dans mes études de théologie beaucoup de choses pour mes recherches et pour ma connaissance, mais j'ai aussi appris avec lui et avec Jean Euler à l'époque, qui était député du Bas-Rhin et qui m'avait entraîné dans cette campagne de 1986. Et donc ce sont deux messieurs qui ont beaucoup compté. Et il y avait aussi un groupe de femmes qui était mené par Yvette Roudy, qui a fait beaucoup pour les droits des femmes. Et ce groupe travaillait à une charte des droits des femmes. Et je ne vais pas vous trahir un secret, il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous avez grandi dans une famille politisée? Pas du tout, au contraire. Ma grand-mère m'avait expliqué que la politique c'était sale, que je ne devais pas me mêler des conversations des grandes personnes, donc je les écoutais quand même si je me cachais derrière la porte ou derrière une armoire, parce que ça m'intriguait énormément. Et mon père était militaire, donc astreint à une totale neutralité. Et donc j'ai été dans ma famille un peu pas un ovni, mais en tout cas, j'ai dérangé, j'ai bousculé. Et mon père disait à ma mère, quand elle était âgée, il lui disait, enfin, comment est-ce que tu es devenue féministe? Et elle disait, bah, c'est Catherine, voilà, c'est l'influence de Catherine. Et donc mes parents qui votaient au centre droit, petit à petit, on commençait à bouger, et on bougeait en particulier pour voter pour leur fille. Et comment c'est venu, et peut-être quand, cette envie d'organiser la vie collective? Cette envie d'organiser la vie collective, c'est petit à petit. En fait, c'est aussi par des situations que j'ai connues qui étaient inattendues. J'ai décidé d'adhérer au Parti socialiste, en particulier parce que il y avait 77 et cette campagne, mais j'étais assez révoltée par le sort qui était fait aux femmes, par le fait que étudiante, ayant une petite fille et étant prise par mes recherches, quand je cherchais une place en crèche, on m'avait dit non, vous avez une grand-mère, il n'y a pas de crèche qui soit ouverte pour les étudiants. Les étudiantes ne travaillent pas. Voilà ce que j'ai entendu. Et donc c'était quand même très particulier. Donc j'ai décidé en fait que j'allais m'engager, au moins pour militer, mais j'arrive dans une section à la Robertso où il y a une dispute. Je suis la dernière arrivée avec mon mari, et là, on se dit, il faut qu'on prenne quelqu'un qui n'est absolument pas part à la dispute.
on va prendre Catherine, c'est la dernière arrivée. Et là, patatras, on est en 78, mon candidat qui était conseiller général de la Roberceau a un accident de voiture et je suis obligé de faire la campagne à sa place. Donc, organiser la campagne, prendre la parole. J'ai perdu plusieurs kilos à ce moment-là, tellement c'était stressant. Mais j'ai tout appris comme ça, si vous voulez, par la force des choses. Et c'était, j'ai plongé comme ça dans la politique. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées parce que Yvette Roudy avait décidé de fixer des quotas qui n'avaient pas été considérés pour les élections municipales comme constitutionnels, un quota de 25%. Mais en fait, nous l'avons mis en œuvre, comme la parité, au sein de ma famille politique. Et du coup, il fallait trouver des femmes. Et donc, on m'a trouvé. Et c'est la raison pour laquelle certains me disaient, bon, on sait bien que c'est parce qu'elle est dotée, d'un sexe féminin que, voilà, elle a réussi. Donc j'ai été surnommée Miss Quota. Enfin, j'ai eu toutes sortes de gentillesses. Donc ça fait depuis ce moment-là que, à la fois, j'ai été amené à apprendre comment organiser les choses, comment animer un collectif. Je l'ai appris aussi en étant maire, en lançant des réformes administratives ici et au ministère de la Culture. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est justement d'avancer dans le changement en associant les gens. C'est-à-dire que c'est au fond, on a deux manières de fonctionner, et je suis complètement contre cette vision de la gauche qui veut imposer une doctrine, une vision, sans écouter les gens. Il faut amener les gens avec soi. Il faut leur faire comprendre où on va. Il faut avoir un cap, mais en même temps, il faut aussi savoir s'adapter, fonctionner avec eux, créer les moments un peu plus fusionnels, les moments de débat, les moments de respiration démocratique. Ça, c'est extrêmement important, et c'est, je crois, aujourd'hui ce qui manque le plus à Strasbourg. Quel a été votre dernier fou rire? Mon dernier fou rire, avec mon petit-fils et mon mari, il y a quelques jours. Est-ce que vous parlez alsacien? Ah ben celle-là. Est-ce que c'est important justement l'alsacien? Est-ce qu'il faut renforcer l'alsacien justement à Strasbourg? Alors, je pense que l'alsacien, et j'ai défendu au ministère de la Culture les langues de France, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu une politique qui dépassait la francophonie pure, mais qu'on a reconnu les langues régionales, qu'on a reconnu aussi toutes les langues des territoires d'outre-mer. Nous sommes le pays qui a le plus de langues dans son patrimoine linguistique. Les Français le savent peu, parce que nous avons des langues dans plusieurs zones continentales, ou plusieurs océans, Pacifique, voilà, et plus proches. Et j'avais expliqué que nous avions à Paris, à l'époque, plus de locuteurs de créole que nous n'en avions, par exemple, en Martinique. Et donc, j'avais travaillé aussi sur toutes les langues parlées, comme le yiddish, ou le judéo-alsacien, qui n'avaient pas de statut de langue. Et en même temps, tant qu'on a des locuteurs, la langue existe. Oui. Et donc, tant qu'on enseigne l'alsacien et qu'on peut le pratiquer, on continue d'enrichir cette langue. Et pour moi, ça a toujours été un enjeu. Je pense que c'est extrêmement important, mais il faut avoir une vision de l'alsacien, une vision ouverte, qui permet aussi de savoir l'allemand. Je le dis d'autant plus que, quand j'étais enfant, ma grand-mère m'avait dit « tu n'apprendras pas la langue de l'ennemi ». Donc, je me sentais c'était problématique. Ouais. On disait « il est chic de parler français », enfin, il fallait parler français, mais pas allemand. Voilà. Et alors que ma mère parlait un allemand courant, mes grands-parents, mes oncles et tantes. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être le vilain petit canard. Et je me suis dit, bon, c'est facile, tout le monde parle allemand, je vais... Voilà. Et en fait, c'est pas vrai, il faut l'apprendre comme une vraie langue. Je me suis débrouillé, mais on ne se débrouille pas dans une langue, il faut l'apprendre tôt en plus. Et donc, mes filles ont appris l'allemand dès la primaire. Quel est votre quartier préféré à Strasbourg? Alors, c'est bateau si je vous dis que c'est le quartier où j'habite. C'est le quartier de la Neustadt. En même temps, c'est un quartier qui est historique, qu'on a amené au classement patrimoine mondial, mais celui que j'ai arpenté par tous les temps de brouillard, parce qu'il est totalement poétique, c'est les ponts couverts. J'adore les ponts couverts, et j'ai adoré implanter l'ENA dans une ancienne prison qui était avant un bâtiment de couvent pour l'ordre des Templiers. Et donc, ce que je trouve fascinant à Strasbourg, c'est que c'est un vrai livre d'histoire architecturale.
Si vous deviez faire, par exemple, la visite de Strasbourg à quelqu'un qui n'est pas de la région, vous iriez où? Je commencerai par les ports. Je commencerai par les ports pour faire comprendre qu'en fait, nous avons une ville d'eau qui est née sur un territoire compliqué avec la nappe phréatique, une cathédrale sur pilotis de chêne qui nous pose aujourd'hui une vraie question pour l'avenir avec le changement climatique. Donc j'expliquerai cela, pourquoi nous avons été prospères. Nous avons été prospères parce que nous avions le dernier pont en bois qui traversait le Rhin et qui permettait les échanges, le commerce. Et donc nous avons bénéficié de la géographie, si nous l'avons payé parfois en changeant de nationalité, en étant envahi, en connaissant, je dirais, toutes les guerres européennes à peu près, mais aussi les révolutions, la guerre des paysans, la révolution de 1848. Nous sommes un terroir aussi à la fois d'attachement aux traditions, à toutes nos traditions, et en même temps un territoire ouvert qui a su aussi sédimenter toutes sortes d'héritages qui nous sont venus, y compris du moment où les Ottomans étaient arrivés jusque chez nous. Mais nous avons une tradition à Strasbourg qui est d'être un peu rebelle aussi. Nous avons été république, nous étions une ville libre. Le maire de Strasbourg, à l'époque de la Réforme, pouvait gérer une petite armée et frapper monnaie. Et donc, c'était quand même très particulier. Je pense qu'il nous reste quelque chose de cette volonté aussi de s'affirmer. Du moins, il faut le remettre en route, ce sentiment de rébellion par moment. Nos journalistes se sont baladés dans Strasbourg pour donner la parole justement aux Strasbourgeois. Et il y a Antoine qui a une question pour vous. Qu'allez-vous faire pour la politique de stationnement au centre-ville et même à Strasbourg en général? Alors, pour la politique de stationnement, déjà, il faut qu'elle soit moins chère. Lorsqu'on a besoin d'utiliser sa voiture, il vaut mieux, effectivement, quand on le peut, utiliser le transport public. On a fait le tram pour ça. Et on a fait aussi une extension de la piétonisation à l'époque pour permettre un centre-ville apaisé et sortir cette espèce de tourniquet à véhicules qui était une source de pollution énorme. Mais pour le stationnement, il faut du stationnement en ouvrage, il faut du stationnement aussi en surface. On ne peut pas tout supprimer. Il y a des gens qui ont besoin aussi de travailler et d'accéder à la ville. Donc j'ai prévu une demi-heure de gratuité au début du stationnement. J'ai prévu aussi de pouvoir étendre les zones violettes, de pouvoir également avoir un tarif qui soit baissé pour les résidents, puisqu'on a besoin aussi de garder nos habitants entre 5 et 20 euros, et d'avoir un tarif salarié, puisque 25 000 personnes qui travaillent dans Strasbourg et nous sont nécessaires à nos entreprises, à nos professions libérales et à nos soignants, eh bien, sont aujourd'hui dissuadés de venir dans Strasbourg. J'ai une lettre vraiment qui m'a beaucoup touché d'une enseignante de Neudorf qui m'explique qu'elle paye 30% de son salaire pour se garer et qu'elle a besoin de la voiture parce qu'elle vient d'un village et qu'elle a aussi ses 2 enfants en bas âge à transporter. Et donc elle me dit, soit j'arrête le travail, soit je travaille à mi-temps, mais travailler à mi-temps, ça ne me permettra pas de vivre. Voilà. Et donc je trouve qu'elle placer les habitantes et les habitants dans des choix aussi durs sur le plan de la vie personnelle, c'est vraiment très brutal, très agressif, et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de déménagements à l'extérieur, parce que difficile de se loger, cher de se loger pour les étudiants, pour les aînés et pour les revenus qui sont moyens. Et donc le stationnement est pour nous une des premières dépenses du ménage qu'il faut réduire, comme d'ailleurs le tarif du transport public, et je prévois la gratuité pour les plus de 65 ans. Comme avec chaque candidat, on va passer à la séquence du tu préfères avec des réponses du tac au tac. Vous préférez, Madame Trottmann, choucroute ou tarte flambée? Tarte flambée. Tarte flambée gratinée ou classique? Un peu gratinée. Un peu gratinée. Strasbourg, capitale de Noël ou capitale de l'Europe? Capitale de l'Europe d'abord, capitale de Noël en plus. Quartier ou centre-ville? Quartier. Tram ou voiture? Tram. Vélo ou tram? Là, j'hésite. Tram d'abord. Petite France ou Cruteno? Petite France. Allô Catherine ou visioconférence?
Allô Catherine. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est Allô Catherine? Allô Catherine, ce que c'était la possibilité de m'appeler et d'avoir une conversation téléphonique pour avoir le contact direct avec les personnes. Est-ce que ça a surpris justement les habitants d'avoir ce contact aussi direct avec une élue, avec une femme politique d'expérience? Ben, oui, mais enfin, ils me connaissent aussi, les Strasbourgeois. Ils savent que j'aime ce contact et que je le privilégie dans une campagne électorale. Et d'ailleurs, je suis beaucoup dans le tram, je suis beaucoup à pied, sur les marchés. J'avance de moins en moins vite dans la ville parce que les gens m'attendent, m'arrêtent et discutent. Donc, il faut, quand on veut être maire, il faut aimer les gens, il faut être à leur contact. Y compris pas seulement pendant la campagne, mais y compris ensuite, parce que rien ne vaut la possibilité de se regarder les yeux dans les yeux. Si on veut avoir la confiance des gens, il faut les représenter. Le maire incarne la ville et incarne tous ses habitants. Donc, quand je suis en ville, je n'ai absolument aucune idée. Je suis ouverte à tout contact et à toute rencontre. Et c'est comme ça que je m'enrichis aussi. Orangerie ou citadelle? Orangerie, Bretzel ou Kouglof? pretzel. Match à la méno ou match à la cigue? Ouah, les deux. Et à trancher? À trancher, Oui. c'est difficile parce que j'essaye d'alterner quand je peux. Peut-être une préférence en hiver, en été, peut-être plutôt cigue en hiver alors? Comme ça à l'intérieur? Quand c'est couvert et qu'il pleut, c'est vrai que je préfère. Je vais bientôt à la cigue. Je préfère la cigue. Je pense surtout en ce moment à la cigue pour le Rhenus et sa rénovation, puisque c'est déjà fait pour le Racing. Mais je pense aussi à la grande fête du sport dont j'ai discuté avec Marc Keller, que j'aimerais qu'on puisse réaliser avec tous les clubs de sport de Strasbourg, puisque le sport sera pour moi l'occasion de remettre la ville en mouvement. Avec un marathon transfrontalier, vous courez? Je cours un petit peu. Eh ben voilà, Ministre ou députée européenne? députée européenne, Et députée européenne ou maire? maire. On peut agir. Concert au Zénith ou spectacle à l'Opéra? C'est pas la même chose. On fait les deux. Qu'est-ce que vous préférez? Si maintenant je vous propose le choix ce soir, vous choisissez quoi? Ça dépend du programme. Bonne réponse, bonne réponse. Bière artisanale ou vin d'Alsace? Vous avez dit? Bière artisanale. Bière artisanale ou vin d'Alsace? Bière artisanale. Ville touristique ou ville étudiante? Ville étudiante. Consensus ou décision tranchée? Consensus. Référendum local ou décision municipale? Référendum local. Et donc on va passer à la séquence du oui-non. Donc pareil, une affirmation, il faudra donc trancher. Il faut plus de police municipale à Strasbourg. Oui. Il faut plus de caméras de surveillance. Oui. Il faut, Près des écoles. il faut plus de pistes cyclables. Il faut les sécuriser. Être la première femme maire de Strasbourg est ma plus grande fierté. Oui. Est-ce que ça, justement, on pourrait un petit peu développer ça? Quelle a été votre réaction? Ma réaction, ça a été d'avoir un grand blanc pendant 1 heure, parce que ma vie basculait, et parce que je ne savais pas si je serais à la hauteur. Donc j'ai mesuré ce que ça représentait en temps, en disponibilité, quand j'avais des enfants assez petites. Voilà, c'est un moment de bascule. C'est un moment où j'ai dû affronter le doute, puisqu'on a toujours demandé à une femme d'apporter la preuve de sa compétence. On a pu élire des gens qui n'étaient pas à la hauteur, mais ça posait pas de problème quand c'était des hommes. Mais d'une femme, on ne le lui aurait jamais pardonné d'être un peu à côté de la plaque ou encore un peu inefficace. Donc la question en politique, c'est d'apprendre. Et moi, j'ai eu un peu le temps d'apprendre avant, heureusement. Mais quand vous êtes confronté à des situations nouvelles, quand vous avez aussi des accidents, des événements qui se passent, qui sont tragiques, forcément, il faut faire face. Et comment a réagi votre famille? Mon mari était militant avec moi, il l'est toujours. Et donc, mes filles m'ont dit un jour, parce que ça posait un problème, elles ont été utilisées contre moi pendant le temps où elles étaient à l'école et on a essayé de faire croire des rumeurs à leurs propos. L'aînée a été agressée physiquement à plusieurs reprises parce qu'elle était ma fille. Donc, à un moment donné, j'ai dit à mes filles, voilà, je peux aussi
très bien arrêter. Je fais de la politique en toute liberté. Je peux le faire, je peux m'arrêter. C'est un peu surprenant avec ma longévité. Oui. Et c'est parce que je fais de la politique librement que je peux aussi durer aussi longtemps. Parce que j'en fais quelque chose dans ma vie. Et mes filles m'ont répondu, elles se sont concertées et elles ont dit on va voter. Et elles ont voté pour dire que je pouvais continuer mon projet. Mais qu'elles aussi, elles auraient un projet de vie. Et ça, c'est ma plus grande satisfaction et réussite, même si c'est compliqué aujourd'hui pour des jeunes, c'est qu'elles ont un projet pour elles. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je referais de la politique. Peut-être pas. Peut-être pas, D'accord. parce que c'est aujourd'hui la politique est décevante. On est beaucoup moins dans les débats, dans les confrontations d'idées. Bon, moi, je me suis intéressé à la politique dans la foulée de mai 68, des grandes assemblées générales, des débats où on lisait énormément de textes, on faisait des séances de lecture entre étudiants, on discutait aussi de la situation dans des pays étrangers. Moi, j'ai découvert le monde pendant ces réunions avec des étudiants qui venaient de pays africains, de pays sud-américains. C'était génial. Et donc, pour moi, c'était ça aussi la politique, avoir un but. Bon, j'ai commencé avec Aimé Césaire, les ouvrages de la négritude et Frantz Fanon. Donc c'était aussi la suite, en quelque sorte, de la défense de l'indépendance de l'Algérie et de la décolonisation. Voilà. Et mon père m'a dit un jour, puisqu'il avait été résistant et qu'il avait été compagnon de Malraux, ta génération devra se souvenir, devra entretenir la mémoire et continuer de penser à la résistance à chaque époque de la vie. Et voilà, il faut toujours penser à la résistance à chaque époque de la vie. Est-ce que j'ai perdu le motif? Non. Il y a toujours des gens qui défendent des idées noires, des idées racistes, des idées d'exclusion de parties de la population et d'inégalité. Donc, ce n'est pas fini d'avoir le motif de mon action politique. Le statut de Strasbourg comme capitale européenne est menacé. Oui, en permanence. Je l'ai connu depuis toujours. Il a fallu décider à un moment donné, même à la surprise générale, de construire un hémicycle pour garder le Parlement européen et aussi que l'État soutienne Strasbourg. Mais il faut remettre l'ouvrage sur le métier en permanence. Et évidemment, si je deviens maire, je reprendrai mon bâton de pèlerin, je discuterai avec les gouvernements, avec les délégations au Parlement européen, et j'aurai évidemment à cœur d'étendre l'influence, l'impact et le rayonnement de Strasbourg. Les critiques sur mon âge m'ont touché. Pas trop, parce que la jeunesse, c'est dans la tête. Justement, j'allais vous poser la question. Pour vous, on peut être jeune à n'importe quel âge? Oui, absolument. Mais il faut se remettre en question tout le temps. Il faut ne jamais couper le contact avec la jeunesse et être aussi à l'affût de toutes les innovations. Pour moi, Strasbourg doit être une ville qui innove en permanence. L'union des gauches est impossible à Strasbourg. Alors, c'est une tristesse pour moi, parce que j'ai connu des moments très, très importants au moment de l'élection de François Mitterrand, lorsque j'ai été un des piliers de la gauche plurielle au gouvernement et que nous avons réussi. Mais ici, une gauche qui impose son dogme, une gauche qui n'est pas européenne, je pense à LFI, une gauche qui ne fait pas attention aux gens et qui prend des dispositions qui ont un impact social négatif. On parlait du stationnement, mais il y a d'autres mesures. Eh bien, je ne peux pas soutenir une union avec une gauche de cette nature. Pour moi, ce n'est pas la gauche. Ce n'est pas une gauche qui est attentive suffisamment aux personnes, mais qui surtout s'adresse à son propre électorat. Et ça, c'est aussi ce que je constate. Confrontation entre quartiers, confrontation entre communautés et boboisation ou gentrification de la ville-centre. Il faut limiter les locations Airbnb à Strasbourg. Oui. Avoir été maire de Strasbourg me donne un avantage sur mes adversaires. Pas toujours. Pas toujours, parce que d'abord, ce qu'on me demande, c'est aussi d'apporter de la nouveauté et une nouvelle étape dans la vision de Strasbourg. Ce que je prépare et ce que j'explique. La campagne pour les municipales 2026 est ma dernière campagne politique. Oui. Donc, après ça, si vous êtes élu maire,
On vous voit encore. Je fais le mandat. Vous faites le mandat, mais si Mais vous n'êtes j'ai pas une élu, équipe, j'ai une formidable équipe, une liste magnifique avec des gens compétents, des gens motivés, et j'aurai à cœur de les former, y compris dans la difficulté, puisqu'on va commencer avec un audit, et dans cet audit, on va voir quelle est la situation assez catastrophique des finances de la ville et de leur métropole. Donc, ils auront été aguerris pour pouvoir poursuivre. quand on fait de la politique depuis 40 ans, on a parfois une forme de lassitude. Non, parce que, comme je vous le disais, je préfère agir que de rester témoin d'une ville qui s'étiole et qui sort des radars. Strasbourg a été déclassé ces dernières années et ça me mettait dans une grande tristesse et une grande colère. Donc je préfère agir pour redresser, réparer et retrouver la confiance des habitants. Moi, je veux faire une alliance avec les Strasbourgeois. Je ne veux pas travailler contre eux, mais avec eux et pour eux. Il faut construire davantage de logements à Strasbourg. Oui, énormément, énormément, et les rendre moins chers aussi. Donc, préempter des terrains, les mettre à disposition, travailler avec tous les partenaires de la construction, de l'architecture et de la promotion et les associations de propriétaires et de locataires pour faire en sorte que cette grande conférence que je vais faire sur le logement soit vraiment une œuvre collective. La multipropriété est une chance pour le Racing Club de Strasbourg. C'est difficile, la multipropriété. C'est pas la solution idéale, mais j'en connais pas. Donc aujourd'hui, c'est bien s'il y a une réciprocité. C'est le monde du foot d'aujourd'hui. Pour moi, pourvu que le Racing soit toujours à la méno et que nous puissions nous régaler du foot. Faut-il prioriser les quartiers populaires dans les investissements? Oui, Faut-il garder le Concordat en Alsace-Moselle? oui. Et vous avez aussi vu évoluer Strasbourg et la politique au fil des années. Donc on va vous demander si c'était mieux avant, notamment la politique. Est-ce que c'était mieux avant? On pense parfois que c'est mieux avant. Moi, j'espère faire en sorte que ça soit mieux après. Est-ce que, par exemple, vous trouvez qu'à l'époque, il y avait plus de marge de manœuvre? Vous pouvez Oui. faire plus de choses? Oui, il y avait plus de marge de manœuvre, il n'y avait pas autant de définitions compliquées et législatives qui bloquent un peu les choses. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, le vrai défi, c'est la ville décarbonée en 2050. Et donc, c'est de mettre en place toutes les méthodes de travail qui nous permettront d'atteindre cet objectif, créer un service public de l'énergie et faire en sorte que les gens payent moins cher aussi pour l'énergie, mais soient assurés que sur ce plan-là, ils sont protégés, comme sur le plan de l'intelligence artificielle. Donc chaque étape impose des défis nouveaux. Voilà pourquoi, en fait, faire de la politique à différents moments, c'est s'appuyer sur l'expérience, mais ne jamais reproduire la même chose, la même attitude ou les mêmes décisions. C'est savoir, en fait, reconnaître et comprendre le défi devant lequel on est placé. Et c'est, en fait, si les Strasbourgeois sont intéressés à ce que je me représente, c'est parce qu'ils savent que je travaille beaucoup. Ils savent aussi que je n'ai pas peur des défis. Le respect entre adversaires, c'était mieux avant. Peut-être, je pense. Il y a plus de coups bas aujourd'hui. Il y a des coups bas, et venant de côtés que je n'attendais pas. Est-ce que justement l'émergence aussi des réseaux sociaux, parce que quand vous avez commencé la politique, il n'y avait pas Instagram, Facebook, TikTok, est-ce que ça a changé aussi votre manière de faire de la politique? J'essaye de faire en sorte que le contact, comme je vous le disais, le contact direct, parce que pour moi, la démocratie directe est une clé de l'apaisement d'une société. Parce que la démocratie, c'est le débat, c'est le dissensus. On n'est pas d'accord, mais on discute pour se mettre d'accord. Or, les réseaux sociaux, c'est la simplification des raisonnements, c'est les affirmations et les jugements, c'est la recherche de l'agressivité et la libération d'un certain nombre d'aspects de la personnalité humaine, comme la méchanceté. C'est pas toujours terrible. Et je pense que ça amène un mauvais climat par moment dans la politique, si j'en juge par ce que je vois sur les réseaux, mais forcément, ça fait changer la politique. Parce qu'on tient compte de cela, de cette possibilité aussi de communiquer, d'entrer en contact. Mais je plaide pour le bon usage des réseaux et pour le respect démocratique, y compris quand on s'adresse à des adversaires au travers des réseaux sociaux. Les partis politiques, c'était mieux avant? Mais ils étaient plus forts. Notamment le Parti Socialiste. Notamment le Parti Socialiste, mais pas seulement. Je pense que la politique doit changer, que les partis doivent changer. On ne peut plus avoir les partis d'avant
aujourd'hui. Mais il faut quand même des lieux où on est formé, où on apprend, où on sait militer et où on peut s'intéresser à la chose publique. Moi, j'ai hésité avant de rentrer dans un parti, dans le Parti socialiste. Pourquoi? Parce que je me disais que ça allait me brider dans ce que je pensais et me coincer dans des décisions. Mais j'y ai appris beaucoup. J'ai pu débattre beaucoup et ce que je regrette aujourd'hui, c'est cette absence de lieu de débat. Alors j'ai un projet, non pas pour faire comme un parti politique, pas du tout, mais pour créer aussi dans la ville cette rencontre entre les gens. J'appelle ça les savoirs en commun, c'est-à-dire apprendre de la science, apprendre de personnalités comme des écrivains, par exemple, qui viennent débattre avec tous les habitants qui le souhaitent, mais c'est aussi apprendre les uns des autres, c'est-à-dire connaître les itinéraires de vie et en parler entre nous. Savoir aussi comment on accepte la diversité, toutes les diversités dans la ville, et savoir, par exemple, je prends un exemple, hier j'étais avec des personnes handicapées mentales, eh bien je souhaite les inviter, et que la question du handicap mental, de la santé mentale, soit l'un des sujets dont nous parlions ensemble avec tous les Strasbourgeois, parce que c'est un vrai sujet qui concerne beaucoup de personnes, et il faut donner leur place aussi aux personnes qui ont un handicap. La presse, c'était mieux avant. La presse, ça dépend. La presse écrite, elle avait plus de poids. Aujourd'hui, c'est les réseaux qui interviennent. Je ne pense pas que la presse était mieux avant, mais je trouve que les publicités, la vision marchandisée de la presse a pris le dessus, et ça, je le regrette. Strasbourg, c'était mieux avant. Strasbourg, c'était mieux avant. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments moins beaux. J'espère ouvrir une nouvelle page où les gens diront c'était l'un des meilleurs moments de l'histoire de cette ville. Depuis que vous avez terminé votre mandat de maire, comment jugez-vous l'évolution justement de la ville? Alors, ce que j'ai constaté, c'est que les maires successifs, sauf la maire sortante, ont été capables de maintenir les acquis de la transformation de la ville que j'ai en fait amenée dans Strasbourg. Et en même temps aussi la vitalité, le rayonnement, la reconnaissance européenne, le développement aussi que nous avons soutenu sur le plan scientifique, sur le plan des technologies médicales, la santé, etc. Cet acquis-là, il a eu tendance à disparaître. Les habitants ont perdu un peu de leur fierté de Strasbourg. Et quand j'écoute les gens et qu'on voit le centre-ville, on se dit que le cœur de la ville aujourd'hui n'est plus ce qu'il était, ça c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un plan de sauvetage du centre-ville. Et c'est la deuxième fois de ma vie politique que j'ai un plan de sauvetage du centre-ville. Est-ce que la dette à Strasbourg, ça vous inquiète? Ça me soucie beaucoup. Ça me soucie beaucoup parce que nous avons besoin de moyens si on veut atteindre l'objectif de la ville décarbonée. Et ce que je trouve irresponsable dans la gestion qui vient de s'écouler en un mandat, c'est d'avoir à la fois dépensé toutes les marges de manœuvre, mais en fait rendu la situation financière très compliquée. Nous n'aurons pas les moyens d'avoir un investissement aussi dynamique. Nous n'aurons pas les moyens d'avoir, je dirais, la sécurité, la souplesse, la rapidité d'investissement pour transformer la ville dans la décarbonation. Donc, il va falloir commencer, premier mandat, par redresser, une fois que nous saurons exactement quelle est la situation financière, et je la rendrai publique, parce qu'il faut que les gens sachent. On a augmenté beaucoup les impôts pendant ce mandat. On peut augmenter les impôts, on peut augmenter la dette, s'il y a le résultat à la clé. Il n'est pas là. Et donc, c'est cette justice qu'il faut rétablir et considérer les ressources financières qu'on demande aux contribuables et aux entreprises. Pour le versement mobilité, par exemple, il faut le considérer comme une ressource qui doit être durable, c'est-à-dire qu'il doit toujours être un sujet d'attention et de précaution pour que les générations qui suivent aient les moyens aussi d'agir. Et là, on va voir que ce choc, cette chute des moyens financiers va être extrêmement pénalisante, notamment sur le plan écologique. Et enfin, si je suis élu maire de Strasbourg, ma première interview sera pour Stampa Alsace. Peut-être, pourquoi pas. Et du coup, on arrive au bout de cette interview et je vous laisse du coup le mot de la fin, la petite carte blanche pour vous adresser aux Strasbourgeois. Je voudrais vous dire, chères Strasbourgeoises et chers Strasbourgeois, que ma première aspiration, c'est de pouvoir renouer la confiance dans la ville,
dans ces élus et aussi dans la façon dont nous pourrons dialoguer ensemble. Avec une démocratie de quartier, avec des adjoints de quartier chargés de pouvoir de décision, avec des rencontres annuelles, avec la votation citoyenne, mais c'est aussi avec le retour d'une ambition pour cette ville en répondant à ses besoins de mobilité, besoins de logement, qui seront des grands moments de rencontres et de discussions ensemble. Je souhaite que nous puissions relancer Strasbourg, la remettre en mouvement grâce au sport et grâce à la culture. Et pour cela, je vous propose de courir tous ensemble avec un marathon transfrontalier. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Face aux candidats. Merci à vous, Madame Trottmann, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à la société de production Isimara d'avoir assuré à la technique et évidemment pour ces magnifiques studios. Vous pouvez retrouver l'interview complète sur YouTube, sur la chaîne de Stampa Alsace, sur Spotify également, Deezer, Apple Music et bien sûr des extraits des meilleurs moments sur les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi et à très vite. Merci à vous.